et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Noémie Kléber avec nous. Noémie, bonjour. Bonjour Shlomi. Merci d'être avec nous pour cette rentrée. Et comme tous les ans d'ailleurs, on fait plusieurs émissions par an, donc c'est toujours un plaisir de t'accueillir ici et de pouvoir discuter de thèmes d'actualité. Donc aujourd'hui, le thème sera la communication d'influence positive. Et on va se concentrer sur les enfants, comment communiquer avec nos enfants et avec les enfants en général, puisque tu es en plein dedans aussi, tu as une petite fille qui rentre à l'école, et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on a du mal à communiquer avec nos enfants, pourquoi certains parents réussissent, pourquoi certains parents réussissent moins, pourquoi il y a des enfants qui désobéissent, alors que finalement un enfant, il est pas mauvais. Donc, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il y a des réactions qui viennent à cause de notre langage et de la façon dont on communique avec lui, n'est-ce pas ? Exactement, tout à fait. Tu as parlé de langage et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Alors, merci de m'avoir invité. C'est toujours effectivement un plaisir d'être là et j'ai remarqué que tu m'invites à chaque fois pour la rentrée. Donc tout à fait. C'est le mois de mon c'est anniversaire, le rituel. C'est le mois de septembre et j'apprécie beaucoup. J'aime aussi beaucoup Enghien-les-Bains. J'en profite pour le dire. C'est une très très belle ville. Alors effectivement, aujourd'hui, j'aimerais parler de communication, mais au travers un thème d'actualité, c'est-à-dire la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Combien de parents redoutent les pleurs difficilement consolables de leurs enfants. Énormément. Énormément. C'est-à-dire au mois d'août, fin août, ils commencent déjà à redouter la rentrée scolaire. Ils commencent déjà à avoir une image mentale de leur petit chérubin devant les grilles de l'école en train de pleurer et de manière assez inconsolable. Donc quand je dis ils redoutent, quelque part, ils sont en train de prévoir le fait que l'enfant va pleurer. C'est comme une prédiction. Ils vont avoir une attitude par rapport à ça qui va peut-être provoquer une certaine inquiétude chez l'enfant qui est une éponge vis-à-vis du parent. Donc, fin août, les parents sont déjà inquiets par rapport à la rentrée scolaire et ils vont évidemment préparer le petit. Et je pense notamment au tout petit, parce que tu l'as dit, ma fille est rentrée en 2e année de maternelle, mais je me souviens l'année dernière, première année, petite section. Et alors là, on va faire une pluie d'injonctions et de consignes et quelque part de contraintes à l'enfant. On va lui dire il faudra être bien sage, il faudra bien écouter la maîtresse, il faudra bien manger à la cantine, il faudra être poli, il va falloir être propre d'ailleurs. Hein. Et puis surtout, tu ne t'inquiètes pas. Et surtout, tu ne pleures pas. L'école, c'est pas grave finalement. Mais là, voilà. L'enfant, il est déjà dans le bain. Il entend que l'école, quelque part, il entend grave, il entend pleure pas. Finalement, ça ne le met pas dans l'état d'esprit le plus approprié. Non seulement depuis la fin du mois d'août, il sent qu'il y a une petite inquiétude de la part des parents vis-à-vis de ce contexte. Et en plus de ça, il entend toute une pluie de consignes, d'injonctions, de contraintes, sage, écouter, obéir à la maîtresse, être propre. Mais si l'enfant ne l'est pas encore, ça va générer du stress aussi. Bien sûr. Hein, et puis donc, à part les injonctions, ce que tu veux dire par là, c'est que peut-être que la crainte, elle vient en fait des parents eux-mêmes qui, eux, mettent l'école sur cette longueur d'onde de peut-être ça va mal se passer, donc on programme que peut-être ça va mal se passer, et l'enfant, il a peur déjà de ça. Bien sûr, parce qu'il sent l'enfant... La peur des parents. Exactement, l'inquiétude des parents. Peut-on imaginer que le papa ou la maman a mal vécu l'école, les rentrées scolaires, etc. Donc il y a un genre de projection, et imaginons en plus de toutes ces consignes, ces contraintes et cette pluie de recommandations, lorsque l'on arrive le 1er ou le 2 ou le 3 septembre devant les grilles de l'école pour la fameuse rentrée scolaire, l'enfant voit dans les yeux du papa ou de la maman une petite larme, une larminette, et que le papa ou la maman dit « Non mais t'inquiète pas, c'est pas grave ». Ouais, voilà. Oui, donc on imagine effectivement que la crainte des parents va projeter quelque chose de négatif sur l'enfant qui, lui, est tout neuf, finalement. Il n'a pas trop d'idées. Qu'est-ce que l'école, pour lui, c'est pour l'instant quelque chose qui n'est pas tangible, quelque chose qui ne peut pas se représenter. Mais il va, avant même d'être rentré à l'école, avoir dans son petit sac à dos toutes les craintes du papa ou de la maman.
Et donc la crainte de l'abandon, c'est on va la renverser, on va l'inverser. C'est plutôt la crainte que le parent se fait abandonner par son enfant. Peut-être, peut-être effectivement. En tout cas, cette crainte de l'abandon, on va peut-être en reparler un petit peu tout à l'heure, notamment quand les parents disent si tu viens pas tout de suite, je te laisse, je vais te laisser. Ouais. Alors ça, bon, c'est pas tellement dans le thème de la rentrée scolaire. On va approfondir un petit peu le thème de la rentrée scolaire, mais on reviendra sur ce sujet qui est très intéressant, oui, tout à fait. de notion d'abandon. Donc là, ce que l'on entend chez les parents, c'est vraiment des phrases telles que t'inquiète pas, à l'école, c'est pas grave, c'est chouette, mais ils disent surtout c'est pas grave, et tu ne pleures pas, surtout tu ne pleures pas, d'accord, parce que tu as un grand et donc du coup tu ne pleures pas. Mais l'enfant n'entend pas tellement la notion de grand, il entend pleure pas. Alors peut-être rappeler, puisque le thème de l'émission porte sur la communication d'influence, comment est-ce que fonctionne le cerveau? On entend souvent que l'inconscient entend mais ne comprend pas la négation. En réalité, ça n'a pas trop de sens. On a du mal à comprendre cette notion-là. Selon Paul Václavic, un des pionniers de l'école de Palo Alto, c'est l'hémisphère droit qui ne comprend pas la négation. Il l'entend bien sûr, mais il ne la comprend pas. Pour être plus simple et pour pouvoir parler aux parents qui écoutent cette émission, il faut se dire que tout simplement, le cerveau n'entend pas la négation. Voilà, comme ça au moins c'est très clair. Okay. C'est très clair. Donc quand on dit à un enfant ne cours pas, puisque le cerveau de l'enfant n'entend pas la négation, le ne pas, dans la phrase ne cours pas, on le retire et on a cours. On a cours et on met un exergue cours. Et donc c'est une injonction paradoxale. L'enfant à qui on dit ne cours pas, il va se mettre à courir et il va se faire disputer parce qu'il s'est mis à courir alors que finalement il est en train de répondre correctement à l'injonction paradoxale du parent. Donc pour revenir à la rentrée scolaire, quand le parent va dire « surtout tu ne pleures pas », surtout, tu ne pleures pas. D'accord, tu ne pleures pas. Tu m'as promis, tu ne pleures pas. Hein, l'enfant, il ne retient que pleure, 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 pleure. Donc, c'est vraiment important et faire un focus là-dessus. Pour simplifier, parce que si on reprend les études de Václavic, l'hémisphère gauche, lui, va entendre les mots qui vont être traduits en termes d'images par l'hémisphère droit. C'est vraiment le job de l'hémisphère droit de faire des images mentales. Mais l'hémisphère droit, lui, se fait des images, des dessins en tenant compte du fait qu'il ne sait pas représenter le ne pas. Tout à fait. Voilà. Hein, donc, on voit bien quels sont les désastres que peuvent... C'est ça. Et ce désastre-là, il se répercute chez les adultes tout le temps. Ça c'est sûr. Les adultes, là, je suis sûre qu'il y a moins d'une demi-heure, je dirais simplement, vous avez tous et toutes entendu au moins un « t'inquiète pas ouais. ». C'est pas grave, pas de problème, pas de souci. Ça, c'est sûr. Ben oui, mais si l'enfant n'est pas en mesure de se représenter l'absence d'un événement, l'adulte n'est pas en mesure non plus. C'est-à-dire que l'adulte ne sait pas non plus se représenter l'absence d'un événement. Donc, quand on dit « ne t'inquiète pas », le pas est barré, donc il y a inquiet. Ouais. Et donc, t'inquiète pas, c'est inquiétant, c'est pas grave, c'est grave, pas de problème, il y a un problème, pas de souci, il y a un souci. Donc, il y a un souci à se faire, je crois. Absolument. Donc, il faut réapprendre une nouvelle langue, en fait. Et oui, parce que ce sont des termes parasites. Oui. Ce sont véritablement des termes parasites qui polluent notre façon de communiquer. Alors, on ne s'en rend pas tellement compte parce que ce sont des tics linguistiques au même titre que l'enfant qui va dire « c'est clair, c'est clair, c'est clair ». Bon, je ne suis peut-être pas à la page parce que je ne sais pas toi qui as des enfants... T'inquiète. C'est t'inquiète, voilà, tu as des enfants un peu plus âgés que la mienne, donc au collège, etc., c'est le fameux t'inquiète. T'inquiète. Voilà. Bon, alors le t'inquiète, je dirais, n'a peut-être pas cette lourdeur là, parce qu'il est dit, mais lorsqu'il est dit, il n'est pas vraiment conscientisé, et que lorsqu'il est entendu par les autres petits copains, petites copines de l'école, c'est pas non plus perçu comme un message lourd, parce que c'est un tic linguistique. Mais il faut quand même réaliser que lorsque l'on n'est pas un ado, et donc pris dans cette espèce de... Oui, de t'inquiète, formule, ça veut dire je le ferai pas. Hein. C'est ça que ça veut dire. T'inquiète, ça veut dire... court toujours, mais c'est gentiment dit. Voilà, mais chez l'adulte qui va dire pas de problème, c'est autre chose. C'est-à-dire que lorsque l'on dit pas de problème à quelqu'un, on a l'impression qu'on est en train de lui dire c'est OK, mais en fin de compte, pour son inconscient, c'est véritablement une pierre supplémentaire que l'on envoie dans son sac qui devient de plus en plus lourd à porter. Et alors les gens, on arrive à vous dire à un moment donné, j'en ai plein le dos. J'ai mal au dos.
Et puis alors, on va parler de douleurs chroniques. C'est pas le thème de la journée, non, mais c'est ça l'idée. C'est que toutes ces petites formules-là, qui sont des tics linguistiques, dont on ne se rend pas compte, deviennent à un moment donné tellement polluants qu'on en arrive à développer des maladies psychosomatiques, et ça sans trop savoir pourquoi. Et aussi, chez les enfants notamment, mais qui vont devenir des adultes, qui auront peur, des phobies. Par exemple, j'ai une grand-mère qui est venue chez moi avec ses petits-enfants. Il y avait un petit chien gentil. Elle me dit « N'aie pas peur, il ne mord pas. Ben, l'enfant, il avait peur, il était sous ses jupes et il avait peur. « N'aie pas peur, il ne mord pas. Voilà. » C'est pareil. Pareil pour l'avion. Oui. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Shlomi, là, « N'aie pas peur, il ne mord pas ». C'est vrai que si le chien est gentil, il vaut mieux lui dire « Sois tranquille, c'est un gentil chien ». Ça, c'est sûr. On est d'accord. Et en même temps, je rebondis parce que ça me fait penser à une fois, j'ai assisté à une scène où un enfant s'approche d'un chien méchant. Et la personne lui dit quelque chose qui n'est pas approprié parce qu'elle lui dit « Ce chien n'est pas gentil. Fais attention, ce chien n'est pas gentil. » Ah oui, mais alors justement, elle a fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Là, il a entendu gentil. À ce moment-là, il fallait dire « C'est un chien méchant. » C'est un chien méchant. Ouais. Voilà. Inquiète-toi, c'est un chien méchant. Fais attention, c'est un chien méchant. Ouais. Voilà. Oui, bon, c'est savoir approprier son langage comme il faut. Et j'étais juste un petit peu déçue parce que je me suis dit, pour une fois que quelqu'un dit attention, ce chien n'est pas gentil. Alors que là, pour le coup, cette personne aurait pu dire c'est un chien méchant et le dire. Alors que très souvent, les gens utilisent cette négation à mauvais escient. Tout à fait. Donc, on doit réapprendre à parler. Ah oui, tout à fait. Alors bon, il y a aussi, ça ce sont des tics verbaux. Tout le monde les a, enfin, très souvent. On peut aussi parler de l'autosuggestion négative que l'on a envers soi. C'est-à-dire se dire je suis nul. Je suis bête, ou alors je suis en mauvaise santé. Mais ça devient à un moment donné des suggestions prédictives. C'est-à-dire qu'on va chercher à se conformer à ce en quoi on croit, dans des croyances limitantes quelque part. Quand on n'arrête pas de se dire je suis nul, on le devient. Et quand on se dit je suis en mauvaise santé, on devient en mauvaise santé. Comme tu le sais, j'ai été en mauvaise santé. J'ai eu un parcours récemment, j'ai traversé la maladie. Eh bien, je me suis jamais sentie en mauvaise santé. Je n'étais pas en bonne santé. Eh bien, c'est très différent. Tout à fait. Je n'étais pas en bonne santé, et ce pendant 1 an et demi. Mais le fait de ne pas me sentir en bonne santé a favorisé le fait que finalement la bonne santé est revenue beaucoup plus rapidement que si j'avais dit ici ou là. Tu sais, je suis en mauvaise santé en ce moment. Ouais. Mauvaise santé, c'est quelque chose de mauvais et qui s'enracine. Donc, il faut faire attention aussi à ces autosuggestions négatives qui deviennent prédictives à un moment donné. Tout à fait. Ouais. Et là, on voit bien que j'utilise la négation. J'utilise le ne plus un adverbe pas. Le ne plus un mot de négation pas. Donc le ne pas peut être utilisé pourvu qu'il mette en lumière un terme positif, c'est-à-dire je ne suis pas en bonne santé. Mais on prend conscience du fait que le ne pas n'est pas entendu, donc on met en lumière le bonne santé. Il n'y a que ça qui compte. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser le ne pas, je suis en train de dire que simplement le cerveau ne peut pas se le représenter. Mais si c'est pour servir une formule qui va aller vers quelque chose de positif pour moi, c'est-à-dire vers l'objectif, alors je peux tout à fait utiliser l'adverbe ne plus un mot de négation, pas ou plus. Excellent, j'ai bien compris. Voilà, c'est vraiment important. Alors attention aussi, j'avais pas l'intention de vous nuire. Ouais. Eh oui. J'avais pas l'intention de vous nuire. Alors donc du coup là on a vraiment des mots qui ne sont pas appropriés. Donc tout ce vocabulaire là je parle de choses que l'on va se servir entre adultes, mais on les sert de la même manière aux enfants. À l'enfant on va lui dire quoi? Ne crie pas, ne tape pas, ne cours pas, traverse pas, ne fais pas de bêtises, ne me dérange pas, ne touche à rien, tu vas tomber. Et on utilise aussi beaucoup le tu. Au lieu d'utiliser le « je », aussi, c'est quelque chose que une maman, un papa va dire « tu as fait ça, tu n'y fais pas », et toujours sur le ton accusateur du « tu », au lieu de parler plus sur le « je pense que tu aurais dû faire comme ça » ou pour corriger, pour ne pas que ce soit sur le ton accusateur du « tu ». C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais ça a un impact très fort. Bien sûr, là tu parles de ce qui est la solution avec les enfants, c'est le fait de parler, de les prendre en considération. Là, tout ce que je viens d'évoquer précédemment, ce sont des injonctions paradoxales.
Ne crie pas, ça veut dire crie. Ne cours pas, ça veut dire cours. Ne tombe pas, ça veut dire tombe. Et donc, ce sont des injonctions paradoxales, et on l'a vu il y a quelques instants. L'enfant à qui on dit ne cours pas, il va se mettre à courir, il va se faire disputer parce qu'il court alors qu'il a bien compris le message. Oui. Non, ne cours pas, il retient que cours. Donc, effectivement, ça vient nourrir le mal du siècle. C'est quoi? C'est le manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce que l'enfant se fait réprimander tout le temps, parce qu'il répond correctement à une injonction paradoxale. Il est très ennuyé parce que, du coup, les parents vont organiser l'environnement de l'enfant. Il ne peut pas penser par lui-même. Tu cours pas, tu sautes pas, tu me déranges pas, etc. Comme si l'environnement de l'enfant n'était qu'un champ de mines. Alors qu'en réalité, finalement, notre rôle, c'est évidemment de les protéger, mais pas d'en faire des anxieux ou des timorés. Notre rôle de parent, c'est simplement de faire attention à ce qu'ils ne se mettent pas en danger de mort. Mais alors, ils peuvent courir, taper, sauter, traverser, etc. Mais ne pas leur dire sous l'angle de l'injonction paradoxale. C'est pareil, attention, tu vas tomber, attention, tu vas te couper, attention, tu vas glisser. Ben oui, mais de la même manière, il se coupe, il tombe et puis il glisse. Ouais. Alors, pourquoi ne pas remplacer tout ça par le fait, justement, et tu l'as dit il y a quelques instants, d'attirer l'attention de l'enfant vers cette chose-là. Dire à la place de « attention, tu vas tomber », c'est « attention, ça glisse », c'est une information. Ouais. Attention, ça glisse, c'est une information. Et donc, du coup, j'attire ton attention sur le fait que ça glisse. Et maintenant, toi, petit garçon, petite fille, tu es responsable de ce que tu vas en faire. Tout à fait. Voilà. Mais je voulais justement rebondir sur ça, c'est donner la responsabilité, donner l'indépendance à l'enfant. On voit trop de personnes qui viennent et qui ont eu malheureusement une mère étouffante ou un père, peu importe, et qui est surprotecteur, qui les empêche de prendre le bus, prendre le métro tout seul, etc., à un certain âge, bien sûr, ou de s'indépendantiser et qui finalement perdent toute confiance en eux, n'ont plus de confiance. Exactement, et c'est pour ça que Parce qu'on leur a fait trop peur. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je parlais du mal du siècle, et ça commence là. Ça commence lorsque on ne laisse pas les enfants penser par eux-mêmes. Notre rôle, effectivement, en tant que parents, ça va être d'attirer leur attention vers quelque chose. Encore une fois, fais attention, c'est très chaud, c'est très différent de « tu vas te brûler ». Tu vas te brûler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, maman, je sais mieux que toi ce qui va se passer et que je sais que tu vas te brûler. Et donc, l'enfant, on déduit que la maman ou le papa est tout puissant et qu'il sait tout. Et alors, j'ai plus besoin de penser par moi-même, moi enfant, parce que j'ai papa, maman qui chapeautent un petit peu toute ma vie. Et alors là, les enfants continuent à grandir sans jamais avoir l'occasion quelque part. C'est pas de leur faute, ils n'ont pas l'occasion de penser par eux-mêmes. Donc, je crois que c'est vraiment important de comprendre que le rôle des parents, ça va être d'attirer l'attention sur les choses et de laisser l'enfant être juge de cela et de faire en son âme et conscience, mais de ne pas lui faire des prêts-à-penser tout le temps. Les prêts-à-penser sont dangereux. C'est ça. Ce qui est très très dommage quand je t'entends et quand j'entends d'autres personnes, c'est de constater qu'on n'enseigne pas tout ça, oui. Que cette pédagogie, elle n'est même pas enseignée aux enseignants, et qu'ils ne la savent pas. Donc, eux aussi vont avoir cette influence négative sur les enfants duquel ils s'occupent toute la journée. Et puis, on n'enseigne pas à nos enfants aussi comment bien parler, alors que ça devrait être une matière obligatoire à l'école, dès le départ. Ça devrait être, en tout cas. Je pense aux États-Unis, ils commencent à le faire. Ici, on est encore très, très loin de ça, malheureusement. Malheureusement, parce qu'effectivement, toute cette façon de mal communiquer, rentrer dans les mœurs, on se rend plus compte du fait qu'on se balance des pas de soucis, t'inquiète pas, c'est pas grave, que l'on fait la même chose avec les enfants, qu'on les ampute de leur possibilité d'agir, de réagir en leur âme et conscience. Il est important de leur faire confiance. Ils le sentent, eux. Et quand ils sentent que papa ou maman a confiance en eux, alors cela va booster leur confiance en eux. Et donc, il faut les mettre en garde, mais en même temps, parfois, il suffit tout simplement de les observer et voir qu'ils vont observer eux-mêmes, ils vont analyser la situation et ils vont en tirer leurs propres conclusions. Sais-tu que notre fille, a un plâtre en ce moment? Ah non, je ne savais pas. Ah bah voilà, donc elle est tombée. Okay. Elle est tombée au jardin pour enfants. Bon, bah ok, c'est le risque.
Mais c'est pas. Bon, je veux dire, est-ce que tu as déjà eu un plâtre, Shlomi? Oui. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Je m'en souviens plus bon. beaucoup, mais ok. Oui, bon. Ça passe, on oublie. Oui. Voilà. Mais par contre. J'ai même oublié que j'en avais eu un. Mais par contre, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as testé quelque chose. Et que tu as cherché à faire quelque chose, et puis tu t'es rendu compte que là, ça n'avait pas fonctionné, ça a cassé à ce moment-là. Mais tu as testé quelque chose. Et c'est vraiment important de laisser l'enfant, à un moment donné, se débrouiller. C'est comme ça qu'ils construisent leur force et leur débrouillardise. J'ai regardé, ma fille a été au parc pour enfants, je l'ai regardée, elle a vu dans mes yeux, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux te débrouiller. Et elle a joué, etc. Et manque de chance, elle est tombée. Bon, ça arrivera une fois, peut-être encore une deuxième. Et alors? Mais je préfère avoir cette attitude-là plutôt que de l'inonder de attention, ça glisse, attention, tu vas tomber, etc. C'est fondamental. Et c'est ce que l'on voit aussi lorsque les enfants apprennent à marcher. Quand le tout petit apprend à marcher, s'il voit dans les yeux de la maman ou du papa ou de la figure d'attachement qui est là présent, que je suis confiant, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Tu vas peut-être chuter, mais lorsque tu vas chuter, je vais te laisser chuter et je vais même avoir un petit sourire parce que c'est amusant. Mais il y a des parents qui, lorsqu'ils regardent leurs enfants apprendre à marcher, dès que l'enfant chute, ils se précipitent sur l'enfant. T'as pas mal, ça va, inquiet. Eh bien que l'enfant en déduit quelque chose. Les enfants déduisent énormément de choses. Donc c'est la confiance en soi. De toute façon, j'étais venue parler de ça à la radio avec toi il y a quelques années déjà. C'est comment se construit la confiance en soi par le biais de ce que l'on voit dans le regard des parents. Si on voit dans le regard des parents quelque chose de très encourageant et de très confiant, l'enfant en déduit qu'il peut tester, tenter et qu'il a le droit d'échouer en sachant que finalement l'échec, c'est quoi? Ce n'est que du retour d'information. Je teste. Tu parlais des Américains tout à l'heure. C'est le feedback. Ce feedback, c'est un moyen aussi d'avancer. Si on n'a pas cet échec. Je vais juste terminer, pour après on va prendre une petite pause musicale, par une petite anecdote. Oui. Alors qui n'a rien à voir avec un enfant, mais quand même. Mais je me dois de la raconter parce que ça va illustrer un peu ça. Mon fils a 18 ans, il vient de passer son permis de conduire. Oui. En 5 jours. Donc il a fait 5 jours. Plus tard, il a eu son permis de conduire. Donc, totale confiance en lui, vraiment une surconfiance en lui. Il a décidé et puis il l'a eu. OK, du premier coup, OK, très bien. Puis il a pris la voiture et pour moi, trop confiant. Donc, il conduit comme ça, la main comme ça sur la vitre. Bon, il joue, voilà. Et j'étais pas tellement à l'aise avec ça. OK, mais il prend la voiture et il y a 2 jours, il m'appelle, papa, j'ai eu un accident. D'accord? J'ai pas fait attention, j'ai déboulé sur une autre voie, c'est ma faute. Bon, la voiture était bien emboutie. Eh bien, je l'ai félicité. J'ai dit, c'est très bien, je suis content. Je suis content que tu aies eu cet accident, que ce ne soit pas plus grave que ça. Bon, il y a eu des dommages matériels, mais parce que maintenant, il va être beaucoup plus prudent. Et donc, il a repris la voiture hier soir, puis c'est arrivé avant-hier. Et il m'a dit, là, maintenant, je fais très attention. Je suis beaucoup plus prudent parce qu'il a eu un surplus de confiance en lui dans ce cas-là. Donc, c'est bien d'avoir la confiance, c'est sûr. Et il faut parfois tomber, se casser le bras pour lui apprendre que ça fait partie aussi de la vie d'être en confiance, mais aussi d'être prudent et il y a les deux. C'est ça, il faut avoir l'équilibre. C'est ça, et c'est le retour d'information. C'est-à-dire il a eu une expérience, retour d'information. J'ai peut-être été trop confiant. Je vais prendre en compte cette information pour la remettre dans l'équation et pour pouvoir rouler cette fois prudemment. Et ne pas mettre forcément le coude sur le... Non, sinon ça aurait pu être pire, mais heureusement que ce n'était que ça. Alors il a apprécié la réaction, que je ne l'ai pas engueulé, tu vois. Bien sûr, c'est comme pour ma fille, je suis très contente que ce n'ait pas été plus grave. Mais en même temps, ce sont des enfants qui vont devenir autonomes. Ce faisant, on les amène à penser par eux-mêmes, à faire par eux-mêmes, à tester et parfois à échouer. Nous espérons que ça soit jamais vraiment trop important. Et je dis pas grave. Exactement. Bien sûr, En fait, je peux te poser la question, comment tu éduques ta fille? Comment on peut éduquer nos enfants de la meilleure façon positive possible? Alors, comment j'éduque ma fille? Alors là, ça, je fais au mieux, avec les moyens du bord. C'est pas simple, le rôle de parent. C'est un vrai job. Hein. Oui, c'est un vrai job. Être parent, c'est un vrai métier que l'on cumule très souvent avec un autre métier. Et lorsque l'on a terminé la journée de travail à 18h et que l'on rentre et que l'on enchaîne sur ce second métier, bien souvent, il est un peu bafoué, ce second métier, parce qu'on a envie de rentrer et de s'installer sur le canapé, d'être tranquille. Et c'est là qu'on peut dire à l'enfant, ne me dérange pas.
Mais oui, mais lui, il a envie d'avoir un peu d'attention, ce qui est tout à fait normal. Et en plus, en lui disant ne me dérange pas, il va nous déranger, évidemment. Ouais. Hein. Alors, je reprends la question. Qu'est-ce que éduquer, quelque part? Sur le plan étymologique, éduquer, ça veut dire conduire hors. Éduquer, c'est apprendre à grandir, à être autonome, à voler hors du nid avec ses propres ailes. Mais c'est important, le avec ses propres ailes. Avec ses propres ailes, ça veut dire que notre seule responsabilité à nous, véritablement, ça consiste à le protéger des dangers véritables, ceux qui mettent sa vie en péril. Mais après, on se doit de faire ce qu'il faut pour attirer son attention sur des choses qui, par exemple, le plat qui est chaud. Oui. Et puis, attention, le plat est chaud, mais pas tu vas te brûler, je ne suis pas moi en position haute, savante, et que toi tu m'écoutes. Hein. Les grands savent et les petits écoutent, c'est faux. Éduquer, donc, finalement, c'est ça, c'est sortir hors du nid, conduire hors du nid, que l'enfant vole de ses propres ailes. Mais oui, mais pour voler de ses propres ailes, on connaît tous l'histoire de la chrysalide, le fameux papillon. Si on essaye, le petit enfant, justement, qui va chercher à aider le papillon en faisant ce qu'il faut pour le papillon ne peut pas mobiliser toutes ses forces pour pouvoir sortir du cocon. Et à ce moment-là, ce petit papillon ne pourra jamais véritablement bien voler. Donc, faisons leur confiance, c'est important, laissons-les se débrouiller, ils vont développer d'autant plus et d'autant mieux leur confiance en eux. Voilà, en 2 mots, ce que pourrait être la définition, selon moi, de l'éducation. C'est sortir hors du nid. C'est ça, et c'est aider à construire, quoi. C'est ça. Un peu comme la maman oiseau qui va pousser son oisillon hors du nid et qui va le forcer à voler de ses propres ailes, hein, c'est ça. Parce qu'elle a confiance en lui. C'est la confiance. Parce qu'elle sait qu'il en est capable. Encore faut-il qu'elle ait confiance en elle. Encore faut-il qu'elle ait confiance en elle, effectivement. Et ça, c'est pas simple, c'est pas facile. Parce qu'on peut imaginer qu'une maman qui n'a pas confiance en elle va émaner quelque chose qui fait que l'enfant va sentir que maman n'a pas confiance. Il y a une modélisation intuitive chez les enfants. Et alors peut-être que l'enfant va faire comme maman, et comme maman n'a pas confiance en elle, l'enfant va en déduire et en conclure que cette attitude-là, c'est la bonne. Oui, l'attitude de crainte et de peur. Exactement. Exactement. Voilà. L'enfant n'est pas un réceptacle neutre dans lequel on déverse nos paroles, nos explications, nos conseils. C'est pas une page blanche non plus sur laquelle je vais écrire moi ce que je pense être bien pour lui, mes propres idées. C'est pas une page blanche. C'est pas un réceptacle. L'enfant, c'est un petit être dont on est responsable un certain temps, mais que l'on doit aider à évoluer pour sortir encore une fois de ce fameux nid, comme la maman oisillon. Mais peut-être que si la maman oisillon n'a pas confiance, la maman de l'oisillon n'a pas confiance en elle, faire un travail pour elle. Déjà. Oui, et c'est pas évident ce que tu dis, parce que les gens malheureusement pensent que l'enfant leur appartient, il est à eux, et donc ils font ce qu'ils veulent avec. Oui. Et ça, c'est très très grave, parce que comme tu as dit, on a la tâche, on nous a confié. On nous a donné un cadeau, et ce cadeau, c'est occupe-toi-en du mieux que tu peux, mais il ne t'appartient pas. Oui. Il n'est pas à toi, tu dois t'en occuper le mieux possible. Et il a sa personnalité, qui est totalement différente de la tienne. Et on peut avoir 10 enfants, ils auront 10 personnalités différentes, et chacun, on doit l'éduquer selon son chemin à lui. Bien sûr, prendre en compte l'enfant. Et ça passe très souvent par le fait de prendre le temps de se poser et de l'écouter. Parce que très souvent, on pense que l'enfant, il a des choses à dire, mais il ne parle pas trop. Tu sais, il rentre de l'école et puis on lui dit ça s'est bien passé ? Oui. La réponse ne peut être que oui. Mais c'est une question qui est censée rassurer le parent, parce que c'est une question fermée dont la seule réponse peut être oui. Mais si nous prenions le temps d'écouter l'enfant, c'est sûr que l'enfant ne va pas venir débouler dans la cuisine en disant « Papa, maman, une question me taraude, j'aimerais que vous preniez le temps d'en discuter avec moi. » Non, l'enfant ne sait pas faire ça. D'autant que l'adulte, très souvent, ne le sait pas non plus. Ouais. Très souvent, la communication entre adultes n'est pas aussi aisée et claire que cela. Donc l'enfant ne fera pas ça. Par contre, l'enfant va débouler au moment où maman fait la cuisine, ou au moment où maman n'a pas le temps, va débouler pour dire « Maman, maman, et puis il veut dire quelque chose. Mais oui, bon, d'accord, à tout à l'heure. »
Alors que l'enfant a véritablement envie de communiquer, de parler, et si nous prenions le temps de les écouter vraiment, ils ont tellement de choses à nous dire. Je pense par exemple, j'ai un compte Instagram et depuis quelque temps je l'ai orienté vers la parentalité positive. Et fin août, début septembre, j'ai pu donner plein d'astuces aux parents dont les enfants pleuraient à l'école, et notamment ceux qui disent j'ai pas envie d'aller à l'école. Et j'ai constaté qu'il y a quatre types de réactions par rapport à ça. L'enfant qui dit j'ai pas envie d'aller à l'école, ça me plaît pas, etc. Là, on peut parler de la maman qui n'écoute pas. Ben non, tu vas pas commencer comme ça, tu te dépêches, tu mets ton manteau, tu prends ton cartable, ça suffit, on va être en retard, etc. Ben, l'enfant n'est pas entendu. Il se sent pas reconnu. C'est pas la bonne stratégie. Celle qui va s'appuyer sur la loi. Ouais. Celle qui va s'appuyer sur la loi, qui va te dire c'est comme ça. C'est comme ça, l'école est obligatoire. Au passage, j'en profite pour rappeler qu'elle n'est pas obligatoire. Hein, et que donc du coup, ben, tu mets ton manteau, ton cartable, et c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Et d'ailleurs, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui décide. Donc tu vas à l'école. Là, il n'y a pas de discours non plus. Ça va il n'est pas entendu non plus. Ben, bien sûr. Donc, la maman qui n'écoute pas du tout, celle qui s'appuie sur la loi, qui n'écoute pas non plus. Et il y a celle aussi qui repeint tout en rose, qui va vous dire « Ah ben non, mais l'école, attends, c'est super mon petit chou, pourquoi tu veux pas y aller? Les copains, les copines, la cantine, c'est génial, tu vas te faire plein de copains, plein de copines, mais bon, dépêche-toi parce qu'on va être en retard. » Ben, elle peint tout en rose et elle dépeint le monde des bisounours, mais elle n'écoute pas non plus. Et enfin, la quatrième maman, c'est celle qui va écouter et qui va lui dire « Ah bon, pourquoi est-ce que tu n'as pas envie d'aller à l'école? Raconte-moi. » Mais en même temps, elle l'habille. En même temps, elle lui met son cartable sur le dos. En même temps, elle va lui mettre ses chaussures. « Raconte-moi. Ben, à l'école, on se moque de moi parce que il se passe ça. Et puis, tu sais, la copine que j'avais l'année dernière, ben, elle est plus là et je me sens tout seul. Ah bon, ben écoute, je comprends que ça doit être difficile et du coup pas simple. Et on reformule, ça doit être difficile et pas simple. Simple, c'est mieux. De ne plus avoir sa copine avec soi. Mais tu sais, peut-être que tu vas te rencontrer d'autres copines, avoir l'occasion de trouver d'autres copains, d'autres copines. Si tu veux, on en reparlera ce soir. Ah oui, mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas ma copine. Ça, j'ai bien compris, il n'y a pas ta copine. Mais moi, j'ai confiance en toi et je suis sûre que tu peux te faire des nouveaux copains aujourd'hui. Et si tu veux, on en reparle ce soir et on verra si tu t'es fait de nouveaux copains-copines. Et tu sais, toutefois, si tu as envie, il y a la maîtresse à qui tu peux parler, à qui tu peux confier ce genre de choses. Et on ne quitte pas le cap. C'est-à-dire, le cap, c'est qu'il aille à l'école. Oui, c'est voilà. ça. En fait, tu rentres dans la compréhension de son émotion. Bien sûr. Et tu lui dis que tu comprends son émotion, que tu comprends sa crainte, sa peur, ou voilà, son appréhension, qu'il ne va pas trouver qui il veut, enfin son appréhension, tu comprends tu comprends ce qu'il entend lui et ce qu'il a à l'intérieur. Bien sûr. Et ça se passe de toute façon, quand tu parles des enfants, c'est pareil avec les adultes. Hein, et à partir du moment où tu comprends l'émotion de l'autre, ben ça y est, tu as déjà. On l'a reconnu. Voilà, c'est ça, on a déjà reconnu l'enfant. Donc, juste comme ça, je te pose la question, tu es bien entendu dans la 4e catégorie, toi? Bah, évidemment. Mais ta fille n'est pas du tout dans la catégorie de je ne veux pas aller à l'école. Donc, c'est une 5e catégorie encore. Oui, non. Et en plus, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des parents qui ont forcément apprécié l'école. J'ai pu y rencontrer quelques difficultés et c'est pas pour moi l'école n'est pas un bon souvenir de manière générale, hein, de la maternelle jusqu'à pour mes études suis bien d'accord avec toi. Pas bon, mais toujours est-il que notre fille est tellement joyeuse. J'aurais même la prétention de dire que c'est l'une des plus joyeuses à l'école. Elle arrive, elle sautille, elle est super contente. Ce matin, donc son papa l'a emmenée à l'école et il m'a raconté qu'elle s'est mise derrière lui, donc il était face à la maîtresse, elle s'est mise derrière lui parce qu'elle voulait jouer à coucou caché. Ah, okay. Et la maîtresse lui a dit on jouera après, on n'a pas le temps là, parce qu'il y a plein de parents qui arrivent pour déposer les enfants, dont certains qui travaillent et qui aimeraient bien que tu ne joues pas à coucou caché maintenant. Mais elle est dans la joie par rapport à ça. Et tout ça, c'est une préparation. Ce sont ces petites astuces que j'ai données aussi sur mon compte Instagram qui porte mon nom, donc Noémie Kléber. C'était le premier week-end, après la rentrée scolaire, je les ai invités à prendre le temps de dessiner. Dessiner l'école. C'est-à-dire, j'arrive à l'école,
je dessine le portail. Qu'est-ce qui se passe, ouais. C'est ça, et je me dessine joyeux. Donc toujours avec le vocabulaire positif, je suis habillée de quelle couleur, avec quel petit pull que j'aime bien, ou mon petit sac qu'on a acheté il y a quelques jours que j'aime bien, qui est tout rose ou tout bleu selon le sexe, et encore, et peu importe, c'est simplement le fait de prendre le temps avec l'enfant le week-end dans un contexte agréable, c'est-à-dire quelque part ce que l'on va appeler en programmation neurolinguistique, dans la PNL, on va appeler ça une ancre, c'est une technique d'ancrage. Ouais. On ancre un bon moment. Je dessine avec mon papa ou ma maman le fait que j'arrive à l'école, je suis habillée de telle manière, je suis content d'y aller, je retrouve un tel, etc. Et l'enfant va dessiner comme ça toute cette journée d'école. Et ce dessin-là, il va le conserver et il ira le lundi matin avec ce dessin. Mais ce dessin, ça devient un doudou émotionnel, affectif, qui le rappelle, qui le ramène à ce bon moment passé en famille le week-end à dessiner ça. Ça peut être aussi de dessiner carrément l'emploi du temps, parce qu'il y a aussi des parents qui vont dire « Moi, le matin, j'ai pas le temps. Et tout est timé et j'ai besoin que l'enfant soit prêt, réactif. Et quand je lui dis « On y va », c'est « On y va ». Mais l'enfant n'a pas du tout la notion de la montre et du temps qui passe. Par contre, si la veille au soir, on a dessiné, là, quand la montre elle est orientée comme ça au niveau de l'aiguille, etc., ça veut dire que là, on est en train de dîner. Après, on va se laver les dents. Après, on va au dodo. Et puis, un gros dodo jusqu'à 7 heures. À 7 heures, papa vient ou maman vient. Et alors, à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir te préparer, et ce, rapidement, parce que au moment où l'aiguille est là, eh bien, on doit partir. Et là, l'enfant est préparé, il est averti. On l'a pris en compte, c'est-à-dire qu'on a pris ses émotions, ce qu'il est, et ses émotions et ce qu'il est, c'est qu'il a juste envie de jouer. Un enfant, par définition, bien sûr, c'est du jeu. Bien sûr. Voilà. Il faut qu'il apprenne en jouant et que ça soit ludique pour lui. Et ça, ça revient à ce qu'on fait dans les projections pour les athlètes ou les sportifs ou même les hommes d'affaires, où quelqu'un veut faire un discours, il va se projeter. Demain, je vais être sur la scène, demain, je vais avoir ma réunion, demain, je vais avoir mon entrevue. Demain, je vais aller à l'école, comme ça. Et comme ça. La projection, c'est vital, c'est fondamental. C'est ce que l'on appelle en développement personnel de la visualisation mentale. Oui, c'est ça. Tout à fait. On visualise ce que l'on veut voir se réaliser. Et on le visualise de manière le plus positive possible. C'est-à-dire tous les ingrédients y sont. Et donc, bien sûr, ça n'est pas la seule stratégie, mais le fait d'amener l'enfant à dessiner le contexte futur avec des couleurs agréables, avec des pensées agréables, dans un environnement bienveillant où les parents vont dire « Oh, c'est quand même génial, l'école ». Il ne s'agit pas de dire simplement, comme je le disais tout à l'heure, la maman qui va tout décrire de manière rose et bisounours. Non, parce que ça, c'est la maman qui est pressée et qui veut se débarrasser, mais elle n'écoute pas vraiment. Ouais. La maman qui écoute, c'est peut-être la maman qui, à un moment donné, parce qu'il n'y a pas le temps de dire « Mais ça va être génial, ça va être vraiment chouette, j'en suis persuadée, on en reparle ce soir ». L'enfant, il est entendu, maintenant ou plus tard, mais il sait qu'il sera entendu, c'est essentiel pour son développement. Voilà, il est pris en considération, et ça, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe Alors, je pense à des enfants qui vivent, par exemple, des drames, parce que là, on est dans une enfance, une éducation entre guillemets normale, parentale, avec un couple qui fonctionne. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un couple qui ne fonctionne pas et les enfants sont tiraillés entre un papa et maman séparés, et ce n'est pas facile, et c'est pas du tout évident, parce que le contexte n'est plus bienveillant du tout. Alors, on peut imaginer que des parents se déchirent, mais ne se déchirent pas devant les enfants. Voilà, il y aurait de la psychoéducation à faire au niveau des parents. On peut se déchirer, mais l'enfant doit être exempt de ça. Il ne doit pas assister à ça. On peut être séparés, chacun vit de son côté, mais on explique à l'enfant. Le fait d'expliquer à l'enfant est essentiel, mais il ne faut pas non plus en faire une religion, parce qu'après, on tombe dans il faut tout expliquer à l'enfant, il faut tout lui dire, alors que parfois, on lui dit on y va. Là, on est en train de jouer dans un parc quelconque, et il est l'heure, j'ai pas eu le temps de le préparer, il est l'heure, on y va. Et l'enfant peut dire « Ah non, je joue encore », etc. Et il devrait y avoir, quelque part, à un moment donné, il devrait y avoir une compréhension de la part de l'enfant par rapport à l'intonation. C'est-à-dire, quand maman me dit « On y va » de cette manière, ça veut dire « On y va », c'est sans appel. Ouais. Mais très souvent, les parents ont peur d'exercer leur autorité naturelle parentale.
parce que justement ils sont tombés dans le trop de bienveillance, c'est-à-dire trop, il faut tout expliquer à l'enfant, il faut le préparer toujours, etc. Mais c'est trop. Un écueil n'est pas bon, l'autre non plus. Bien sûr, parce qu'on rentre dans des extrêmes. Bien sûr. Absolument, on rentre dans des extrêmes. Bien sûr, le parent a le droit de dire on y va sans explication. Et par contre, le soir ou le lendemain, on pourra revenir sur, tu sais, là, hier, je t'ai demandé de venir parce que, et on explique, et l'enfant se souviendra la fois d'après, ah oui, tiens, là, elle me dit on y va de cette manière, ben, ça veut dire qu'on y va, mais je sais que maman ou papa prend en général le temps de m'expliquer, mais peut-être de manière différée parfois. Tout à fait. Mais il est important de ne pas avoir peur de cette posture parentale, d'autorité naturelle. Oui, parce qu'il faut cadrer de toute façon. Un enfant sans cadre, c'est foutu. Il va aller n'importe où et ce sera le western. Donc, Bien sûr. À partir du moment où on cadre et il sait qu'il y a des limites, mais il faut les mettre, il faut les expliquer. Alors, il faut bien le faire aussi, parce qu'on pourrait imaginer une maman qui dise, par exemple, si tu viens pas, je pars. Alors là, c'est une maman qui n'exerce pas son autorité de manière directe, mais détournée. Si tu ne viens pas, je pars. C'est un peu du chantage aussi. Ah ben bien sûr, c'est même de la menace. Ouais. C'est même de la menace parce que l'enfant, soit il croit en cela, et alors il va se dire, attends, si jamais elle part, elle m'abandonne. Et on sait à quel point la peur de l'abandon est délétère. Combien d'adultes souffrent de cela, de l'abandon. Alors après, cela va influencer la relation de couple, la relation à l'autre, etc. Cette peur initiale de l'abandon. Et ça peut s'enraciner dans ce genre de phrases dites comme ça par la maman qui ne sait pas trop comment faire et qui n'assume pas trop son autorité naturelle parentale et qui va faire de manière détournée comme ça. L'enfant croit en cela. Et donc le message que l'enfant retient, c'est je ne suis pas un enfant satisfaisant. Voilà, et maman n'a pas envie de me garder parce qu'elle est prête à m'abandonner. Donc cela génère une crainte de l'abandon. Donc ça, c'est le contexte où l'enfant croit en cela. Hein. Si tu viens pas, je t'abandonne. Je pars, tout simplement. Je t'abandonne. Mais il en déduit qu'il va être abandonné. Et si l'enfant ne croit pas en cela, eh bien du coup, il retient le fait que le mensonge est autorisé. C'est ça, c'est très très grave le langage qu'on emploie. Ah oui. On ne se rend pas compte des conséquences en fait à long terme et même à très court terme. On ne se rend pas compte de l'impact de nos mots. En fait. Mais bien sûr, bien sûr. Alors que la maman qui dit ça, elle n'a pas une mauvaise intention. Quand elle dit bon, si tu viens pas, je pars, parce qu'elle a sa montre et elle sait très bien que dans 5 minutes il y a telle ou telle échéance et qu'elle veut bien faire, elle veut être à l'heure à tel rendez-vous. Son enfant veut pas quitter le parc. Si tu viens pas, je pars. Et c'est probablement une très bonne maman qui aime éperdument son enfant. Et ça, je ne reviens pas là-dessus. Je n'ai pas le droit d'avoir quelconque avis à ce propos. Je suis simplement en train de mettre des coups de projecteur sur notre façon de communiquer. Et quelles sont les conséquences négatives de ça? Premier cas de figure, l'enfant va générer une crainte de l'abandon. Et deuxième cas de figure, il va se dire, du coup, on peut s'autoriser à mentir dans ce... Oui, parce qu'elle ne va pas partir finalement. Oui, elle ne part pas. Donc du coup, je retiens que le mensonge est utilisé dans le cadre d'une menace. C'est autorisé, donc je le ferai la prochaine fois. C'est de la modélisation. Et il n'a pas tort. Donc il a même raison. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc la solution, toujours, c'est d'avoir une voix qui ne souffre pas la riposte. Mais ça, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Si le parent n'a pas réussi à avoir à un moment donné cette autorité naturelle-là, c'est pas parce qu'à l'issue de cette émission, on va pas se dire, maintenant, quand je dis on y va, c'est qu'on y va. Et il va falloir construire ça. Il va falloir faire une formation pour parents. Oui. Très importante de faire une formation pour parents à enseigner, moi je dirais même en fac ou en terminale. Parce que ces jeunes-là vont peut-être pas à 18 ans se marier, mais ça va leur rester. Ou en n'importe quelle fac, ça devrait faire partie d'un programme de comment être parent, parce que c'est un métier. Bien sûr, c'est un métier, et on voit les catastrophes que ça crée chez les enfants, chez les adultes, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils éduquent mal les enfants. Souvent, je reçois des enfants, maintenant, de n'importe quel âge, au bout de la première séance, je demande à avoir une séance avec le papa ou la maman. Bien sûr. Pas pour la thérapie pour lui, mais pour lui dire,
ne sabotez pas mon travail, Exactement. parce que vous allez saboter ce que je fais. Alors le père, il écoute, il entend, et ça change Oui. la façon dont il communique. C'est ça, c'est ça. Et je parlais tout à l'heure de mon compte Instagram. Plein de mamans m'ont renvoyé des messages après pour me dire merci pour cette astuce de dessiner, merci pour cette astuce de parler de l'école de manière très positive, merci de m'avoir dit que le cerveau de l'enfant ne sait pas se représenter l'absence de quelque chose, merci de m'avoir dit que le cerveau se fait des images avec les mots entendus, parce qu'en fin de compte, et pour moi c'est très nourrissant, tous ces retours bienveillants de gens que j'ai pu aider comme ça au travers des petits posts Instagram, mais on se rend bien compte que ce sont des choses qui ne sont pas du tout connues. Non, non, c'est vrai. Les gens ne savent pas ça. Et pour moi, ça me paraît des petites astuces, mais en réalité, c'est fondamental. Donc effectivement, quand tu dis ça devrait être enseigné pour les jeunes adultes et se former au métier de papa et de maman, c'est vrai. Et en même temps, si tout était possible, eh bien, j'aimerais avoir le souhait que cela puisse être enseigné dans les toutes petites classes. Absolument. La communication. Bien sûr. Tout simplement. Oui. Comment bien communiquer? Puisqu'on part du postulat que l'on ne peut pas ne pas communiquer. Mais alors, comment bien communiquer? Je l'ai dit ici, je ne sais pas si c'était avec toi ou avec quelqu'un d'autre, la directrice de l'école de ma fille est américaine. Et elle a, une fois par semaine, tous les vendredis, la communication non violente, la PNL, qu'elle enseigne aux classes déjà de 3e, seconde, pour qu'ils apprennent à communiquer entre elles et mieux se comporter. Mais c'est fondamental. Et j'ai trouvé ça très novateur et voilà, c'est très fort de sa part de l'avoir mise dans le programme, quoi. De toute façon, aux États-Unis, ils sont très quand même. Ils sont bons quand même dans la façon de communiquer, ne serait-ce que leur slogan. Je pense aux slogans parce que ils sont toujours très très forts dans leur façon de mener les slogans. Ils ont cette positive attitude aussi. Cette façon de regarder en ne mettant en lumière que ce qui est positif. Pour avoir passé donc 3 ans à Londres, c'est un petit peu la même mentalité, oui, c'est ça, de wow, it's great, it's unbelievable, etc., par rapport à quelques petites choses, alors que l'état d'esprit français serait plutôt de faire un focus sur le truc qui ne va pas. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est vrai que du coup, ça donne une population un peu morose et qui n'a pas confiance en elle. Et qui râle. Voilà, râleur. Tiens, justement, parlons de râleur. Avec les enfants, je crois qu'il est aussi important de ne pas se fâcher trop rapidement. Parce que très souvent, les enfants testent quelque chose et ils pensaient nous faire plaisir en faisant telle ou telle bêtise. Et là, lorsque l'on va disputer l'enfant parce qu'il vient de donner... Par exemple, je pense à ma fille qui, à un moment donné, a voulu nettoyer la salle de bain avec mes crèmes de visage. Voilà, et elle pensait bien faire. Oui, bien sûr. Bah oui. Et moi, j'arrive dans la salle de bain et j'ai eu envie de la disputer. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai vu dans son regard une lueur de « Oh, tu vas me disputer, mais... » J'ai rien fait de mal, quoi. Bah, j'ai rien fait de mal. Et oui, alors donc je me suis posée, respiration. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je veux nettoyer la salle de bain pour faire propre. Et elle m'a probablement vu nettoyer, moi, la salle de bain, la cuisine, je ne sais quoi, avec une crème quelconque, ce qu'elle a assimilé comme étant une crème, et c'est tout simplement peut-être du cif, je ne sais pas. Et donc, elle a voulu me faire plaisir. Et si je m'étais laissé aller à la première intention de la disputer, alors quel est le message que je lui livre? Tu ne prends pas d'initiative, ok? Ouais. Parce que si je la dispute, elle en déduit que si elle prend une initiative, l'initiative peut être dangereuse. Donc, soit elle en déduit que l'initiative est dangereuse, soit elle en déduit que quand elle prend une initiative, je me mets en colère et elle va répliquer par la colère. Et qu'alors, donc, il vaut mieux... Il y a incompréhension totale. Incompréhension, et qu'il vaut mieux ne rien faire du tout. Parce que pour elle, c'était bien. C'était bien. En fait, c'est ça. C'est prendre le temps de réfléchir, c'était quoi son intention. Exactement. L'intention, ça change tout. Exactement. Que voulait faire ce petit bout? Voilà, c'est ça. Donc, lui demander. C'est ce que tu as fait. Voilà, non, ça c'est fondamental de le faire, et donc de demander l'intention. C'est à présent, donc, dans cette éducation, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, malheureusement, oui, mais on devrait en faire une autre. Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme dernier conseil aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, les papas et mamans, et même les éducateurs, parce que ça ne s'adresse pas seulement à un papa et une maman, mais aux gens qui ont affaire avec les enfants? Alors, pour récapituler très brièvement, le cerveau fonctionne avec des images. Donc, lorsque l'on parle, le cerveau de notre interlocuteur va prendre le mot et va le transformer en image. On retient que le cerveau ne sait pas représenter l'absence de quelque chose. Le ne pas, il ne sait pas. Donc, quand on s'adresse aux enfants, si on veut qu'ils marchent calmement, on lui dit marche calmement. Il faut vraiment mettre en avant les mots qui correspondent à notre objectif. Ensuite, ce qui est vraiment important avec les enfants, ça va être de les écouter, de chercher à comprendre ce qu'ils ont dans leur tête. Ils ont plein de choses à nous dire et nous, trop souvent, nous sommes trop pressés, trop préoccupés et on ne prend pas le temps de dialoguer avec eux. Donc, il est fondamental. Si on n'a pas le temps, au moment où il y a, par exemple, l'enfant qui ne veut pas aller à l'école le matin, il faut malgré tout l'amener, eh bien, ça va être de dire on en reparle ce soir et de positiver ce qui se passe. Et quand l'enfant vit une situation désagréable, type le matin, il n'a pas envie d'aller à l'école, eh bien, on va repeindre en rose, comme je disais tout à l'heure, brièvement, mais en disant à l'enfant, on en reparle ce soir et on trouve une solution ce soir. Ce soir, on fait ce qu'il faut pour que demain, ça soit juste top. Voilà, donc le fait de parler avec l'enfant est fondamental. Et comme on vient de le dire là, c'est qu'est-ce que l'enfant a compris avant de le disputer. C'est qu'est-ce qu'il voulait faire, quelle était son intention, et se mettre finalement un petit peu à sa place. Voilà. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir animé cette émission avec moi aujourd'hui. Et tu m'as parlé en début d'émission, tu as un webinaire, c'est ça, qui se passe demain? Oui, alors nous faisons de la formation en ligne donc avec la plateforme Bibouda. Vous pouvez acheter ces formations en ligne, c'est de la formation en PNL, en hypnose, en coaching, donc sur Bibouda ou directement sur notre site nrformation.fr, il me semble. NR Formation, d'accord. Ouais, NR Formation. Et nous animons demain soir un webinaire pour expliquer quelle est la différence entre la méditation et l'hypnose. Les gens confondent les deux. Ce webinaire est à 19h, heure de Paris, 19h, 19h30, je ne sais plus. En tout cas, toutes ces informations sont sur NR Formation. Et c'est avec plaisir que les personnes qui écoutent cette émission-là en ce moment peuvent se rediriger vers notre site NR Formation pour pouvoir s'inscrire gratuitement à ce webinaire. Tout à fait. Et je rappelle également que tu as été ma formatrice avec Robert également, ton mari, et qui m'a permis aujourd'hui d'être ici et de pouvoir faire ce que je fais. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent me joindre sur Doctolib pour prendre un rendez-vous et visualiser cette magnifique émission également sur YouTube qui sera prochainement en ligne. Je remercie Philippe à la technique, comme d'habitude. Merci Philippe à la technique. Et voilà, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine fois. À très bientôt.